Salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 10 du 7 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui stabilise, il ne perd que 0,20% en une journée. On est à 1386 milliards de dollars. On a le Bitcoin qui forcément ne bouge pas, toujours à 33 508 dollars. Ethereum par contre se rapproche des 2000 dollars à 2096. Nous avons le Binance Coin qui gagne 0,51 à 315, Cardano perd et elle est à 1,33, XRP 0,61, Dogecoin perd 2,84 à 0,21, USD Coin toujours en 8ème position, Polkadot près des 15 dollars, ça fait mal, et alors Uniswap est à 20,10 dollars, il perd 3,53% en majorité. Les crypto-monnaies sont dans le rouge aujourd'hui. On va quand même regarder s'il y a les top gagneurs du jour. On a le flow, check the flow, mec, check the flow, qui nous fait un petit 18,31, qui nous fait un petit 32,84% et en 7 jours 78,52%, il est à 18,31 dollars. On a Axie Infinity qui continue de pomper jusqu'à l'infini, 138,47% en 7 jours et 23,20% en une journée, et on a le Stacks qui nous fait 16,56%. À noter le Mana Decentraland 14,95%. Voilà, c'est tout pour la petite market review. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée magnifique, comme on pourrait dire, sur les crypto-monnaies, mais bon voilà, c'est comme ça, un jour ça va, un jour ça s'en va, un jour ça revient, c'est comme ça pour le moment. Le Bitcoin, il est en train de monter et de descendre, de monter et de descendre. Pourquoi? Puisqu'il est complètement en indécision, on le verra tout à l'heure lors de l'analyse technique. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Tu peux bien sûr nous retrouver sur Culture Crypto, Twitter, @culturecryptofr. Tu as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors on commence par une petite news assez comique. Il y a Monsieur Wozniak, donc Monsieur Wozniak, c'est le cofondateur d'Apple quand même, c'est pas rien. C'est lui qui a créé le Apple 1 avec Steve Jobs. Alors il explique que pour lui Bitcoin est un miracle saint, Bitcoin est né et c'est meilleur que l'or. Maintenant c'est un petit peu comique, pourquoi? Parce que certes il dit que c'est meilleur que l'or parce que c'est le miracle mathématique le plus étonnant qu'il y a à ce jour. Mais par contre, je n'investis pas dans Bitcoin, mais je pense qu'il est là pour rester. Donc le mec il te dit que c'est un miracle, mais n'investis pas dedans. Si tu vois ce que je veux dire. C'est un petit peu dichotomique ton truc, mon gars. Hein, c'est comme si, je crois en Dieu, mais par contre je vais pas à l'église. Tu vois, c'est un petit peu la même chose. Mais bon voilà, en tout cas, ça a le mérite d'être là. Merci Monsieur Wozniak de nous confirmer ce qu'on pense déjà, je pense. Je crois que toutes les personnes qui sont dans la crypto, ils savent que le Bitcoin c'est quelque chose d'important et qu'il est là pour durer malgré toutes les régulations qu'on peut tenter dessus. Je pense que le Bitcoin sera toujours là. Les autres altcoins, je ne sais pas, mais je pense que le Bitcoin sera toujours là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous en tout cas de ça, dites-moi ça en commentaire. Après ça, on va discuter d'une enquête qui a été menée par l'université au Salvador, une enquête par rapport à l'adoption du Bitcoin comme monnaie nationale. Eh bien, cette enquête indique que la plupart des Salvadoriens ont des doutes sur Bitcoin. 46% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles ne savaient rien sur Bitcoin. Le gouvernement salvadorien devrait fournir plus d'éducation à ses citoyens concernant l'adoption du Bitcoin. Une enquête menée par le sondeur Disruptiva révèle que 54% des Salvadoriens n'approuveraient pas apparemment le plan du gouvernement pour l'adoption du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que justement ce soit encore une façon pour le gouvernement de les voler. C'est dommage de penser ça, parce que on voit bien que le président Bukele a fait un airdrop de Bitcoin de 30 dollars à toutes les personnes téléchargeant l'application sur leur téléphone. Maintenant, faut-il encore qu'ils aient l'argent pour avoir un smartphone? Mais bon voilà, c'est vrai qu'on a quand même on a quand même pris cette news au Salvador de révolutionnaire, mais je pense qu'on a oublié de mettre un peu les choses en perspective. Le Salvador, c'est un des pays les plus pauvres du monde, c'est un des pays où la corruption est la pire au monde. Et c'est vrai que te dire qu'un pays où la corruption est quand même très très élevée, avec un régime très autoritaire, c'est peut-être pas la meilleure des choses, parce que n'oublie pas, la blockchain,
ça reste Big Brother. Regarde ce qui se passe en Chine. Donc voilà, je pense que, enfin voilà, pour moi c'est une avancée. Il n'y a pas photo. C'est super important qu'un pays déclare, le premier pays déclare que le Bitcoin devient une monnaie nationale. Mais quelles sont les raisons derrière? Est-ce que c'est réellement pour améliorer les conditions de son propre pays, ou est-ce que c'est pour pouvoir acheter du Bitcoin et faire passer de la valeur dans des comptes offshore pour que lui se fasse un maximum de pognon sur la gueule de ses concitoyens pour que lorsqu'il soit plus président, il soit blindé à vie? Enfin voilà, des fois il faut se poser aussi les bonnes questions. J'espère en tout cas que c'est quelque chose de bien et qu'il n'a pas de mauvaises intentions par rapport à ses concitoyens. Mais bon voilà, l'enquête révèle quand même que 56% des Salvadoriens, ils en ont un peu rien calé du Bitcoin. Parce que de toute façon, eux, ils chient déjà pour pouvoir trouver à manger. Donc voilà, c'est vrai que des fois, voilà, nous, dans notre petit pays confortable, européen, occidental, on oublie que dans d'autres pays, ils galèrent avec $1 par jour, même moins d'$1 par jour. Alors je pense que pouvoir payer en Bitcoin, c'est peut-être le dernier de leurs soucis. Et nous, on voit ça comme, comment dire, comme quelque chose de révolutionnaire, qu'il l'est réellement, hein, parce que bien évidemment. Mais bon, voilà, il faut savoir mettre aussi les choses en perspective. Personnellement, je suis quelqu'un d'optimiste et j'espère vraiment que ça va améliorer la situation du pays. Voilà, c'est tout. Alors, on apprend que Microsoft utilise la blockchain Bitcoin pour permettre aux gens de posséder et de protéger leur identité virtuelle décentralisée. Ça me fait vraiment penser un petit peu à mon ami Slashcoin et son projet XLS Lab d'identité décentralisée. Et bien voilà, le projet Ion soutenu par Microsoft crée des identifiants décentralisés qui s'exécutent sur la blockchain Bitcoin, utilisés pour toutes les activités en ligne des individus. Ça va permettre de protéger, comment dire, leur vie privée, ça va permettre de protéger leur vie privée sur Internet, la surveillance des gouvernements, les failles de sécurité et les fuites de données, empêchant les géants d'Internet de contrôler les profits des utilisateurs sur Internet, leurs informations d'identification et leurs données personnelles et financières. C'est exactement ce qu'XLS Lab veut proposer avec son projet. Donc je me dis bravo mon petit Slashcoin, parce que franchement t'as eu du nez et ton projet, moi je dis il a de l'avenir. Après ça, on apprend que Mike Novogratz nous explique que la guerre de la Chine contre la crypto aide énormément la crypto-monnaie américaine. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on voit vraiment que l'Asie vend des bitcoins et que derrière, les États-Unis rachètent. C'est pour ça que le bitcoin stabilise. Parce que derrière, t'as les plus grosses mines de bitcoin au monde, elles se trouvaient en Chine. Donc toutes les personnes qui possèdent beaucoup de bitcoin, c'était beaucoup les mineurs chinois. Et eux, ils vendent, bien évidemment, vu que c'est interdit maintenant en Chine. Du coup, derrière, pour racheter, il y a les Américains. Donc il y a les transferts des mines à bitcoin qui ont été au Texas et qui partent de la Chine et qui sont en train de se répartir un peu plus dans le monde. Du coup, on a une décentralisation du réseau. Et en plus de ça, il y a des bitcoins qui sont vendus et rachetés par des Américains en quantité assez phénoménale. Du coup, le prix stabilise, parce que sinon ça se serait écroulé sévère, d'après monsieur Mike Novogratz. N'oubliez pas que monsieur Mike Novogratz est le PDG de la première société de fonds d'investissement crypto-monnaie qui s'appelle Galaxy Digital. Après ça, on apprend que Elon Musk offre aux développeurs de Dogecoin des instructions spécifiques pour rendre Dogecoin supérieur à Bitcoin et Ethereum. Il a encore fumé un gros joko, mais bon voilà, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, aux petites prises intraveineuses, hein, le petit Elon Musk. Donc il poursuit sa petite discussion sur Twitter avec les développeurs de Dogecoin sur la façon d'améliorer Dogecoin en leur offrant des directions carrément, écoute, fais ça et fais ça. Donc ce que j'aime bien, c'est la réponse d'un des ingénieurs. En réponse à son tweet, un ingénieur informaticien, Pranay Patod, écrit que Dogecoin est déjà 15 fois plus rapide que Bitcoin. Cependant, il a souligné que rendre la vitesse des blocs 10 fois plus rapide allait être difficile. Parce qu'en fait, ce qu'Elon Musk propose, c'est rendre les transactions plus rapides sur Dogecoin. Oui, mais le problème, c'est que Elon Musk, il s'y connaît tellement pas en crypto-monnaie, en fait, qu'il ignore que le Dogecoin, en fait, est associé au Litecoin. Il faut savoir que le Dogecoin est fusionné au Litecoin. Donc, si tu veux modifier le Dogecoin en rapidité, la vitesse de transaction de la pièce, eh bien, il va falloir suggérer ou forger un nouveau Doge, parce que le Dogecoin est
comment dire, exploité en même temps que le Litecoin. C'est sur le même consensus. Pourquoi? Ça avait été fait en 2004 pour empêcher les attaques 51% contre le Dogecoin. Conclusion, monsieur Elon Musk, avant de parler, s'il te plaît, renseigne-toi et fais tes fusées, va expulser les gens de Boca Chica et ne prends pas la tête. Merci. Après ça, petite note plaisante, à New York, une centrale électrique historique qui utilise le fleuve de l'Hudson a recours à l'extraction de Bitcoin avec ses excès d'énergie au lieu de la vente. Donc à la place de vendre ses excès d'énergie, Mechanicville Power Station, une station de, enfin une power station, une centrale hydroélectrique de 1897, a recours à l'extraction de Bitcoin avec une partie de son électricité, parce que toutes les centrales qui produisent de l'électricité, il faut savoir qu'elles ont des surplus en fonction de la demande, parce que l'électricité c'est un flux tendu. C'est pas, on ne sait pas stocker l'électricité. Et le réseau électrique c'est assez compliqué, faut s'y connaître pour le comprendre. En fait, c'est vraiment en flux tendu. On augmente la capacité en fonction de la demande. Donc on produit moins aux heures creuses, on produit plus aux heures pleines. Mais il faut savoir que le surplus d'électricité, ben, il est perdu. Hein, on le stocke pas dans des immenses batteries, parce que c'est ça le gros problème de l'électricité, on ne sait pas le stocker. Enfin si, il y a les batteries, mais comment vous expliquer, on ne sait pas stocker des gigawatts encore, c'est vraiment, enfin voilà, c'est différent. Du coup, eux, ce qu'ils se sont dit, ben, on va miner du Bitcoin. Et alors, ce qui est beau, c'est qu'ils peuvent le faire, parce qu'il faut savoir qu'il y a un projet de loi sur l'exploitation minière à New York qui veut interdire l'exploitation minière en raison des préoccupations environnementales. Et bien là, comme c'est de l'énergie verte, parce qu'elle est produite grâce au fleuve, eh bien, ils pourront continuer de miner du Bitcoin. Et ça, c'est juste un beau pied de nez. Merci les gars. Donc voilà, on peut miner du Bitcoin de façon verte. Encore une fois, on le prouve et ça se passe à New York. Alors après ça, on apprend que Israel Investment Fund, c'est un groupe, annonce un investissement de plusieurs milliards de dollars en Bitcoin. Ils auraient investi 2,3 milliards de dollars en Bitcoin pour diversifier son portefeuille. Donc la société de capital risque basée à Tel Aviv, Beverly Hills en Californie a partagé un tweet le 9 juillet déclarant: dans le cadre de la politique de diversification de portfolio, nous avons investi 2,3 milliards de dollars dans le Bitcoin. Ouais, ben j'ai pas vu pumper moi le Bitcoin, mon gars, parce que quand Tesla il a acheté pour 1,5 million de dollars, ça a pumpé. Donc t'aurais pu faire une annonce avant, merci. Donc cela fait partie d'une stratégie mondiale pour conduire l'Israël vers l'avenir de la monnaie. Oui, il faut savoir que l'Israël, ils ont testé le shekel numérique, et que ben du coup ils sont quand même assez pro crypto-monnaie, et surtout ben ils sont malins, les juifs, enfin ils sont quand même connus pour réussir à créer de la valeur. Ils investissent pas pour rien dans le Bitcoin. Donc voilà, moi je pense que c'est bien que des sociétés d'investissement investissent dans le Bitcoin, mieux que des banques en tout cas. Parce que les banques, bien évidemment, hein, ils vont pas te faire gagner d'argent, ils vont gagner l'argent eux. Allez, on va terminer avec la dernière petite news qui est plutôt sympa. Les législateurs au Paraguay présenteront le projet de loi Bitcoin ce 14 juillet. Donc la décision du Salvador d'accepter le Bitcoin comme monnaie légale en juin semble influencer les législateurs des régions avoisinantes. Et la première à explorer la stratégie de la crypto, c'est le Paraguay. Et le 14 juillet, ils vont proposer une loi Bitcoin. C'est les membres du Congrès Carlitos Reiralas et le sénateur Fernando Silva Facetti qui prévoient de présenter un projet de loi Bitcoin au Congrès le mercredi 14 juillet, soulignant l'urgence des législateurs à formuler une stratégie cohérente en matière d'actifs numériques pour le pays. Il est bien connu, ce petit jeune, comment dire, député avec ses laser eyes. Maintenant, j'espère que c'est pas comme au Salvador, j'espère aussi que ça va aider le peuple paraguayen et que c'est pas pour faire partir des capitaux en stoum derrière, parce que sinon ça va encore donner une mauvaise image au Bitcoin, et le FMI et les instances internationales vont encore avoir quelque chose en plus pour dire: va des rétro, ça t'a Bitcoin, on ne veut pas de toi, on va t'interdire. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. N'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à chaque petite news. J'espère que ce petit journal du crypto un peu plus long vous plaît. Désolé pour hier, j'ai oublié de vous le dire. Mais bon, voilà, quand tu termines super tard et que tu commences super tôt, t'as pas trop la force de le faire. Donc désolé les gars, je vous avoue que même aujourd'hui, il est 21h36 quand je suis en train de parler. J'ai failli pas faire mon live, enfin ma vidéo, parce que je suis sur les rotules en ce moment. Mais bon, voilà, je tiens à le faire parce que j'avais envie de le faire, je me force pas, j'avais envie de le faire, c'est autre chose. Donc voilà, et je voudrais remercier tous
tous les messages de soutien que j'ai eu sur Twitter et sur YouTube, ça fait vraiment plaisir. Merci les bros, on bâtit vraiment une belle petite communauté. Bientôt les 10 000 abonnés, j'espère qu'on va y arriver et on pourra faire un live spécial. Je pense que ça pourrait vraiment être cool et je vous ferai gagner des cadeaux. Allez, c'est parti pour l'analyse technique du Bitcoin. Donc le Bitcoin hier, donc moi la dernière analyse, je vous l'ai fait le 8 juillet quand le Bitcoin chutait. Et hier, c'est remonté. On a récupéré presque tout ce qu'on avait perdu. En fait, on a fait un one-to-one presque. Mais bon, si tu observes quand même sur du daily, tu vois quand même qu'il y a cette oblique ici qu'on n'arrive toujours pas à percer. Une tentative, 2 tentatives, 3 tentatives. Et surtout, tu vois bien que la moyenne mobile 50 périodes, comme je t'avais dit, est en train de se courber, revenir, hop, elle va repasser comme ça. C'est con parce que si elle repasse comme ça, le cours... Ah non, c'est pas con, pardon, je suis un peu fatigué. En fait, ce qui est bien, comme elle est en train de s'aplatir, et elle va peut-être remonter. Et si elle remonte, elle va peut-être passer au-dessus de la moyenne mobile 200 et au-dessus de la moyenne mobile 50. En tout cas, moi, tout ce que je vois, c'est que la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 200, elles sont sacrément en train de se rapprocher. Sacrément. Sacré nom de Dieu. Et là, il va y avoir un dead cross de merde. Ça peut faire très mal. Ça peut faire très très mal au Bitcoin. Maintenant, voilà. Ça veut pas dire charrette. C'est pas parce qu'il y a un dead cross que c'est la fin du monde. Mais par contre, c'est parce qu'il y a un dead cross que ça risque de chuter. Si tu veux, ça augmente les probabilités de chute du Bitcoin. Donc ça pue quand même sans vouloir être méchant. Donc voilà, pour l'instant, aujourd'hui, on t'imprime encore une journée rouge. Maintenant, voilà, le doji, il est vraiment... Enfin, la bougie, elle est vraiment... Elle est contenue entre 33 432 $ et 33 775 $. Donc vraiment, c'est un mouchoir de poche. Hein. Il y a une différence de 350 $ aujourd'hui. Ce qui, pour moi, veut dire que pour l'instant, ça compresse sévère. Tu vois, on a vraiment dessiné ce triangle. Hein, mais c'est pas le meilleur des triangles, ça. Hop, je te montre ça ici. Regarde. Hop. Voilà. Donc tu vois, on a ce triangle-là où ça compresse dedans. Je vous avoue que moi, ce triangle, il me fait peur. Maintenant, comme tu as la moyenne mobile 50 qui est en train de se recourber et repasser peut-être vers le haut, eh bien, elle va peut-être bloquer le cours un peu plus haut. Donc le cours va peut-être regagner petit à petit et venir petit à petit grimper. Mais ce que j'attends, moi, avec impatience, c'est ce fameux dead cross. Parce que si au dead cross, ça pump, c'est fait. Par contre, si au dead cross, ça dump, les gars, sortez les Kleenex, hein. Je vous assure que ça va pleurer. Et je vous assure que moi, je regarde même pas mon portfolio, là. Là, ça fait une semaine, j'ai pas regardé. La dernière fois, c'était fin du mois. Mais je vais le regarder fin du mois de juillet, mon portfolio. Parce qu'à mon avis, ça pique de chez pique. Parce que quand je vois le rouge, tous les jours, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge. Ça risque de faire très mal. Donc voilà. N'oubliez pas que sur du H4, là, je suis en délit, hein. Maintenant, je te montre ça sur du H4. Sur le H4, on a quand même ici cette zone qu'on essaye de passer depuis un petit temps. Une fois, hop, même ici, il n'a pas fait attention, mais une deuxième fois, ça a pris des mains. Une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, à 35 000 $, on a raté, ça a chuté, et maintenant, et voilà, tu vois vraiment qu'il y a cette oblique là, elle joue vraiment de résistance. En plus, sur du H4, t'as la moyenne mobile 50 qui est au-dessus de la moyenne mobile 100, donc on a quand même une autre Golden Cross et ça tient. Mais par contre, le cours n'arrive plus déjà à passer la moyenne mobile 100. Ça pue un peu du cul, sans vouloir être méchant. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. Est-ce qu'on va venir chercher ici les 32 800 $? Allez, cette zone-ci, rectangle. Ah, misère. Cette zone-ci, pardon, excusez-moi. Voilà. Est-ce qu'on va venir chercher la zone entre 32 644 et 32 860 pour rebondir et breaker enfin cette oblique? C'est une grosse question que je me pose. Est-ce qu'on peut faire, c'est tirer un Fibonacci? Tout simplement. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mon petit Fibo. Mais Fibonacci, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très 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 bien. Donc on check Fibo, on fait du haut vers le bas de la pulsion négative. Et on voit quand même que les 35 000 $, ça représente les 50% de Fibonacci.
Donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et en plus là on est au 38-20 Fibonacci, on n'arrive pas à passer au-dessus de 38-20, il y a de fortes chances qu'on vienne revisiter les 23-60, comme on a fait ici, tu vois. Fibonacci c'est magnifique, c'est juste précision chez précision. Tu vois, on a rebondi sur les 23-60, on est venu rechercher les 38-20, ça marche pas. Il y a un risque qu'on rechute jusqu'au 23-60, mais comme il y a là, ici, il y a l'oblique de support qui peut tenir le cours, on ne sait jamais, ça peut repartir, et en plus en même temps il y a la résistance ici de 32 000, ça peut repartir à la hausse en cassant les 38-20, en cassant cette résistance du triangle, en venant chercher la moyenne mobile 200, on va chercher les 50% de Fibonacci, et si on vient les chercher, on repasse au-dessus sur les 65 et 61,8 de Fibonacci qu'on appelle le Golden Pocket, mais bon, nous ne sommes pas encore là, il y a encore du temps, surtout que tu vois vraiment bien que sur le RSI, on fait des hauts de plus en plus bas, tu le vois là, regarde, hop, haut, ici, t'as un haut, ici, qui est plus bas que le précédent, celui-ci plus bas que le précédent, celui-ci est vraiment plus bas que le précédent, et celui-là est encore plus bas que le précédent. Donc voilà, c'est pas la fête du slip pour le Bitcoin, c'est plutôt, on se regarde en chien de faïence, on attend de voir ce qui va se passer. Quand je vois les volumes, y a rien, c'est vraiment mort, quoi. C'est vraiment mort. Maintenant, voilà, juillet-août, c'est connu aussi pour que ça stagne. Pourquoi? Parce que les traders prennent congé. Maintenant, les crypto-monnaies, c'est pas la bourse, hein, donc les vrais traders professionnels, il y en a très peu qui tradent sur les crypto-monnaies. Ceux qui ont vendu pour prendre leur congé en juillet et août, ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas avoir des positions ouvertes pendant leur congé et ne pas savoir les gérer, ils veulent penser à autre chose. Il y a peut-être eu cet effet aussi sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même de plus en plus de traders pros et d'institutionnels qui rentrent dans les crypto-monnaies. Donc peut-être que là, pour l'instant, eh bien les pros, ils sont en vacances, tout simplement. Et du coup, c'est normal que ça gigote. Hein, il y a du bruit. Pourquoi? Parce que c'est nous, petits opérateurs, qui avons de petits moyens, qui tradons. Et du coup, bah, le prix du Bitcoin, bah voilà quoi, il est pas folichon. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, n'insiste pas, mets-le quand même. Mets-moi ton petit pouce rouge, ça fait du référencement, bro. Donc merci. Et n'oubliez pas, mettez des commentaires, j'y réponds. Partagez un maximum et surtout, bro, choose life, choose freedom et même si you should, choose Bitcoin. Peace, my bro.